Le héros se réveille à une douleur aiguë transperçant son corps, se trouvant négligemment jeté dans une ruelle sombre et froide tandis qu'une pluie battante tombe sans relâche sur lui. Il commence à se demander avec confusion où il est et comment il a réussi à survivre à l'explosion massive qui était censée le déchiqueter. Alors qu'il peine à se lever, ressentant un vertige sévère comme si le monde tournoyait, des fragments de souvenirs douloureux remontent à la surface. Il se souvient de sa véritable identité, Jin Kuan, ancien membre vétéran des forces spéciales. Il se rappelle amèrement les événements de sa dernière mission où lui et ses fidèles compagnons sont tombés dans une embuscade traîtresse et bien préparée. Ils ont été trahis par leur propre organisation, qui les a impitoyablement utilisés comme coordonnées vivantes pour diriger une explosion massive et précise. La déflagration dévastatrice qui a réclamé sa vie et celle de ses compagnons. Alors qu'il se noie dans une mer de souvenirs douloureux, la douleur ravageant chaque cellule de son corps s'intensifie, il décide avec difficulté de chercher un abri contre la pluie continue et la douleur croissante qui lui font presque perdre connaissance. Il trébuche sous l'averse jusqu'à apercevoir une faible lumière chaude émanant d'un bâtiment voisin. Réalisant que quelqu'un vit à l'intérieur, il s'y dirige avec un faible espoir d'obtenir de l'aide. En entrant prudemment, il appelle à voix basse quiconque est à l'intérieur, pour être confronté à une scène horrible. Un homme de grande taille hurlait de douleur insupportable avant que sa tête n'explose soudainement et qu'il ne s'effondre au sol. Un cadavre sans vie dans une mare de sang. À ce moment, Jin Kuan entend soudain une voix désespérée criant « Frère !» provenant d'une bouche d'égout proche. Il se retourne rapidement pour trouver un étrange morceau de métal taché de sang à côté du cadavre et le ramasse prestement pour l'examiner de près. À cet instant, deux silhouettes mystérieuses apparaissent comme sorties de nulle part, vêtues de longues robes noires et de masques effrayants en forme de crâne. Ils décrivent l'arrivée soudaine de Jin Kuan comme l'apparition d'un rat méprisable venu voler à un moment inopportun. Les deux décident de l'éliminer immédiatement parce qu'il a vu ce qu'il n'aurait pas dû. Et ils expriment aussi clairement leur fort désir d'obtenir cet objet en sa possession. Ils l'attaquent sans hésitation, amenant Jin Kuan à se demander avec ressentiment et amertume si la faucheuse est venue pour lui une fois de plus. Juste après avoir miraculeusement survécu à la mort, l'un des assaillants remarque que le cadavre commence à luire étrangement et s'apprête à exploser. En effet, une explosion massive se produit dans la maison. Grâce à son entraînement passé, Jin Kuan parvient à éviter leur attaque et l'explosion, s'échappant au dernier moment. Il se réfugie dans l'ouverture d'égout d'où il a entendu la voix et utilise le morceau de métal comme monnaie d'échange ultime. Il menace la personne en dessous qu'il jettera la boîte et rendra la mort de son frère un sacrifice inutile s'il ne l'aide pas à s'échapper. Une tige de métal lui est tendue depuis la bouche d'égout qui s'ouvre lentement, et il réussit à descendre, remerciant son sauveur tout en haletant. Dès qu'il est en bas, il est surpris par une petite fille aux cheveux bleus distinctifs pointant un gros pistolet directement sur sa tête. Elle lui demande avec brusquerie son identité, à quelle faction il appartient, et pourquoi il a empêché son frère de terminer sa mission. Jin Kuan répond calmement qu'il ne veut pas d'ennui et cherchait juste un abri contre la pluie mortelle. La fille exige qu'il lui remette l'objet qu'il a, alors il lui dit qu'il est dans sa veste et lui donne le morceau de métal qu'il a trouvé. La fille prend le morceau de métal et le regarde avec une profonde tristesse, chuchotant le nom de son frère, Lin, et se demandant pourquoi il a agi si stupidement, risquant sa vie pour un simple emblème. Elle s'effondre au sol, pleurant, et se demande comment elle pourra continuer sans lui dans ce monde cruel et impitoyable où les forts se nourrissent sans merci des faibles. Jin Kuan la regarde et pense avec regret que même après être rené dans un monde différent, il voit toujours ce même regard de désespoir meurtrier dans les yeux des gens. C'est le même regard qu'il avait vu à maintes reprises dans sa vie passée sur les visages des réfugiés qui avaient tout perdu pendant la guerre brutale et des femmes qui avaient perdu leurs proches et étaient laissées seules. Jin Kuan continue de penser que les femmes qui portaient ce regard désespéré n'ont jamais ressenti de joie d'être sauvées car elles avaient perdu leur patrie et leur foyer et n'avaient plus personne sur qui compter dans ce monde désolé. Même si elles survivaient miraculeusement, elles tombaient souvent entre les mains d'autres pour continuer à souffrir d'une manière différente. Jin Kuan se tourne vers la fille en pleurs et s'agenouille calmement pour la réconforter. Il lui demande de ne pas avoir peur et de le considérer comme un mercenaire engagé par son frère pour la protéger, l'assurant qu'il la protégera comme son frère l'aurait fait s'il était en vie. La fille le surprend avec sa réponse froide, lui disant qu'il est peut-être une bonne personne, mais qu'il ne vivra pas longtemps de toute façon. Quand il lui demande pourquoi, elle explique qu'il a été exposé à trop de pluie noire toxique dehors. Elle ajoute que cet endroit est la cité des morts et que la pluie noire n'est pas comme une pluie acide normale. Elle se transforme en un acide brûlant puissant après avoir séché sur la peau. Elle explique que le destin de quiconque est complètement trempé par cette pluie est une mort lente et douloureuse inévitable. C'est alors que Jin Kuan comprend la raison de la faiblesse croissante consumant son corps. Malgré sa condition qui se détériore, il lui demande d'où elle vient, qui elle est, et l'identité des hommes masqués qui l'ont attaquée. Elle répond qu'elle vient de la 3e cité des morts,
et que c'était le quartier inférieur. Quant aux hommes, ce sont les forces de l'ordre dans cette zone et ce sont des détenteurs de classe dangereux de type magique. Jin Kuan est déconcerté par ces termes étranges comme magicien et détenteur de classe et lui demande l'année actuelle et le nom du pays où il se trouve. Elle lui dit que l'année est 100 selon le calendrier de la cicatrice stellaire et qu'ils sont dans l'empire de l'aigle volant. Un faible sourire apparaît sur le visage de Jin Kuan alors qu'il réalise qu'il n'a jamais entendu ces noms auparavant, concluant qu'il a été transporté d'une manière ou d'une autre dans un monde complètement différent. Il lui demande alors comment on devient un détenteur de classe puisqu'elle est craint tant. Elle explique que cela ne nécessite pas d'examen ou de test. Il suffit d'obtenir un emblème pour que quiconque éveille une classe de combat, de soutien ou spécial en lui. Ici, elle fait le lien avec sa tragédie, disant que son frère était parti voler cet emblème pour elle et maintenant il ne reviendra jamais. Elle se blâme profondément de l'avoir laissé partir en cette mission suicide. Quand Jin Kuan demande si elle a d'autres parents, elle répond avec une profonde tristesse que son frère était sa seule famille dans ce monde. Elle ajoute que si elle ne peut pas devenir une détentrice de classe avec cet emblème, elle ne pourra sûrement pas survivre seule. Jin Kuan soupire, commentant qu'ils sont tous deux des âmes malheureuses qui sont échouées. Soudain, ils entendent les bruits des forces de l'ordre s'approchant d'en haut. Interrompant leur conversation, la fille panique et décide qu'elle doit éveiller son pouvoir immédiatement ou ils mourront tous les deux à coup sûr. Elle essaie d'utiliser l'emblème en le plaçant à nouveau sur son front, mais il la rejette violemment, la repoussant avec une force magique. Jin Kuan lui demande ce qui se passe, et elle explique qu'il n'y a que deux possibilités pour le rejet d'un emblème, soit un rejet physique, soit qu'elle n'a tout simplement pas le talent inné pour devenir une détentrice de classe. La fille ressent un désespoir absolu et se traite d'inutile parce que la chose pour laquelle son frère a sacrifié sa vie est devenue sans valeur entre ses mains. À ce moment, les forces de l'ordre sautent dans l'égout. L'un d'eux demande avec moquerie pourquoi la petite rat a arrêté de courir tandis que l'autre ordonne de les tuer tous les deux et de récupérer l'emblème volé. La fille saisit l'emblème et se précipite vers Jin Kuan. Au moment où les forces de l'ordre attaquent, la fille prend une décision désespérée. Elle utilise l'emblème qu'il a rejeté, le ramasse et le place de force sur le front de Jin Kuan. Un message système mystérieux apparaît devant lui, annonçant la réussite de son changement de classe. Alors qu'une longue épée noire se matérialise dans sa main de nulle part, un panneau de données apparaît, révélant sa nouvelle classe, démoniste à l'épée, au niveau 0, et son nom, Jin Kuan V. Il découvre qu'il possède désormais des compétences exclusives comme la maîtrise de l'épée démoniaque, la vision des ténèbres, qui lui permet de sentir les intentions malveillantes, et la constitution démoniaque, qui lui confère une vitalité élevée. Plus important, un talent d'âme véritable de rang SSS rare appelé statut du dieu des flammes infernales. Jin Kuan ouvre les yeux, qui brillent maintenant de confiance et de puissance, et se demande avec émerveillement l'existence de ce panneau de données et si ce sont les règles de ce nouveau monde étrange. La fille le regarde avec stupéfaction et joie, lui disant que l'emblème était une correspondance parfaite pour lui et qu'il est maintenant devenu l'un des détenteurs de classe. Le chef des forces de l'ordre crie de rage, menaçant Jin Kuan de mort pour avoir osé utiliser l'emblème sans leur permission, puis lance une attaque féroce contre lui. Jin Kuan part facilement l'attaque avec sa nouvelle épée, protégeant la fille derrière lui, ce qui choque l'attaquant de son incapacité à briser sa simple défense. Jin Kuan passe à l'offensive, se précipitant rapidement vers les assaillants et libérant une énergie sombre dense de son épée, criant à ses adversaires de mourir tous. Les forces de l'ordre réalisent qu'il a pleinement absorbé le pouvoir de l'emblème et essaient de le bloquer de toute leur force, mais il leur dit qu'il surestime leur force. Son attaque perce leur défense, leur causant une douleur sévère. La fille regarde la scène avec une incrédulité totale, se demandant comment quelqu'un peut devenir si puissant immédiatement après avoir absorbé un emblème. Jin Kuan remarque lui-même que le pouvoir de l'emblème est incroyable. Son corps, qui avait été corrodé par la pluie noire, s'est complètement rétabli, et il sent une force qu'il n'a jamais connue auparavant. Les forces de l'ordre vaincus regrettent leur perte face à un novice qui vient de s'éveiller, et s'inquiètent de revenir et de donner leur rapport honteux. Jin Kuan les regarde froidement et demande s'ils pensent encore qu'ils retourneront vivants. Il déclare alors qu'aucun d'eux ne quittera cet endroit et se rue sur eux, mettant fin à leur vie avec des attaques rapides et mortelles. La bataille se termine par la défaite complète des forces de l'ordre. La fille l'avertit que tuer les forces de l'ordre mènera inévitablement à leur découverte et insiste pour qu'ils quittent rapidement l'endroit avant que des renforts n'arrivent. Jin Kuan regarde la sortie élevée au plafond de l'égout et se demande comment y grimper. Mais la fille lui dit qu'elle se cachait ici depuis un moment et connaît un autre chemin, lui demandant de la suivre. Elle place un petit dispositif explosif sur le mur, créant une petite explosion qui forme un chemin ascendant et un nouveau passage, ce qui surprend Jin Kuan par son habileté. La fille le conduit ensuite à un escalier caché qu'ils peuvent utiliser pour sortir à la surface. Après environ 1 heure,
Ils arrivent dans une rue sombre et calme où elle montre sa modeste maison et l'invite à entrer. Elle s'excuse pour le léger désordre, mais assure que l'endroit est sûr et habitable. Elle lui offre un siège pendant qu'elle fait un rapide rangement, et Jin Kuan commente que ce n'est sûrement pas facile pour elle de gérer cet endroit seul dans ce monde dur. La fille répond avec une tristesse évidente aux commentaires de Jin Kuan, expliquant que 2 personnes géraient cet endroit ensemble, mais maintenant elle le gère seule après le départ de son frère. Jin Kuan s'excuse de lui avoir appelé involontairement son frère, mais la fille lui dit que ce n'est pas grave et qu'elle y est habituée. Soudain, la porte est violemment enfoncée et un homme âgé avec une cicatrice effrayante sur le visage entre, accompagné de 2 grands gardes. Il demande avec colère à la fille pourquoi elle a tardé à ouvrir la boutique aujourd'hui. La fille le reconnaît immédiatement et tremble de peur. Il est l'un des seigneurs de guerre locaux. Le seigneur de guerre demande effrontément à la fille si son frère lui avait parlé du marché qu'il avait conclu avec lui avant de mourir. Quand elle demande de quel marché il parle, il sourit avec moquerie, réalisant qu'elle ne sait rien, et ordonne à ses hommes de l'emporter de force. Les 2 gardes saisissent la fille alors qu'elle crie et leur dit de la laisser tranquille. Jin Kuan intervient calmement et leur ordonne d'arrêter immédiatement, ce qui met en rage le seigneur de guerre, qui lui demande qui il est et comment il ose s'immiscer dans ses affaires privées. Jin Kuan défie le seigneur de guerre, lui demandant de quel droit il prend la fille de cette manière. Le seigneur de guerre répond avec arrogance que son droit découle du fait qu'il est le seigneur de guerre qui contrôle cette zone. Après cela, l'attitude de Jin Kuan change de manière surprenante. Il mentionne que sa vision en tant que détenteur de classe lui permet de sentir le bien et le mal et qu'il sent que le seigneur de guerre est une bonne personne malgré son apparence dure. Le seigneur de guerre demande à Jin Kuan, surpris, si Lini avait laissé des mots spéciaux à lui transmettre. Puis il ajoute d'un ton plein de suspicion que le terme « bonne personne » est presque étranger à cette cité des morts. Jin Kuan change son approche de la confrontation à la négociation, demandant au seigneur de guerre quel prix il doit payer pour récupérer la fille et assurer sa sécurité. Le seigneur de guerre semble intéressé par cette offre et mentionne que Lini croyait que Jin Kuan pourrait revenir vivant de la fosse numéro 1. Quand Jin Kuan s'enquiert de cet endroit mystérieux, le seigneur de guerre explique que c'est une mine dangereuse remplie de vers dévoreurs de sable. Il lui propose un marché à haut risque. Si Jin Kuan peut y entrer, rapporter ce qu'il veut et revenir vivant, il lui rendra la fille. Mais avant cela, le seigneur de guerre décide de tester Jin Kuan pour voir s'il est effectivement qualifié pour conclure un marché avec lui, et il se rue vers lui pour porter un puissant coup de poing. La fille crie, avertissant Jin Kuan de ne pas l'affronter directement, révélant que le seigneur de guerre, Wong Ming, est un puissant détenteur de classe de niveau 2. Jin Kuan parvient à bloquer l'attaque en utilisant un bâton qu'il a trouvé devant lui au milieu d'une aura bleue brillante. Le seigneur de guerre est choqué et reconnaît le talent d'âme véritable rare de Jin Kuan, se demandant s'il vient de la ville supérieure. Un des gardes s'exclame avec incrédulité que l'attaque puissante de son maître a été bloquée si facilement. Jin Kuan demande calmement s'il est maintenant qualifié pour conclure le marché. Le seigneur de guerre rit et le traite de novice qui n'a même pas atteint le premier niveau, mais il accepte le marché. Le seigneur de guerre énonce clairement ces termes. Jin Kuan doit se rendre à la fosse numéro 1 où réside une araignée mère haineuse. 3 heures après sa mort, la fleur de sérénité de la haine fleurira. Il doit apporter cette fleur rare à la garnison de Shamsilis dans le quartier inférieur pour l'échanger contre la fille. Jin Kuan accepte le marché sans hésitation. Après cela, le seigneur de guerre fait une annonce publique pour que tous l'entendent. Le lendemain matin à 8 heures, tous les hommes âgés de 16 ans et plus dans la 3e cité des morts doivent se rendre à la fosse numéro 1. Pour souligner son sérieux, il écrase une grenouille innocente sous son pied, déclarant que quiconque sera en retard au rendez-vous mourra. Après leur départ, Jin Kuan médite sur la situation complexe. Il devine que le frère de la fille savait qu'il mourrait dans la fosse, alors il a volé l'emblème pour assurer l'avenir de sa sœur. Mais il se demande maintenant si tout cela était un piège élaboré tendu pour lui par le seigneur de guerre depuis le début. Après être resté seul dans la pièce, Jin Kuan réalise que la situation est critique et dangereuse et décide qu'il doit d'abord se familiariser avec ses nouvelles capacités avant toute autre chose. Il se concentre sur son premier talent, statue du dieu des flammes infernales. Pendant sa méditation, il invoque une entité massive et majestueuse ressemblant à un démon en armure entouré de mystérieuses flammes bleues se tenant derrière lui comme une ombre gardienne. Ensuite, il passe à son deuxième talent, mais il remarque que les informations liées à celui-ci dans le panneau de données sont complètement brouillées et peu claires. Cependant, il sent que sa puissance latente ne doit pas du tout être sous-estimée, et il teste ce pouvoir mystérieux en coupant un rocher voisin en deux d'un seul coup. Jin Kuan jette un œil à son nouveau corps, remarquant que ce n'est pas son corps original. Malgré la grande similitude, un soldat chevronné de sa vie passée n'aurait pas une peau aussi lisse et souple. Il remarque aussi une différence dans son nom.
Auparavant, son nom était Jin Kuan, mais le panneau de données indique que V est son nom de famille et Jin Kuan son prénom. Jin Kuan décide de mettre ses mystères de côté pour l'instant, réalisant que la tâche la plus urgente est de sortir et de recueillir plus d'informations sur ce monde étrange et dangereux. Une demi-heure plus tard, il se retrouve dans un bar bondé qui offre des boissons gratuites à tous. Le barman explique que la raison de cette soudaine générosité est qu'ils se rendent tous à la fosse numéro 1 tôt le lendemain matin. Jin Kuan demande plus de détails sur cette fosse sinistre, et l'homme répond avec sarcasme qu'ils n'ont pas le droit de creuser. C'est une tâche réservée uniquement aux résidents du quartier inférieur. Il explique que la fosse est pleine d'insectes sauvages appelés vers dévoreurs de sable. Ces vers creusent leur nid après s'être rassasiés de chair et de sang, et ce processus de creusement facilite plus tard l'opération minière. Jin Kuan conclut avec horreur qu'ils seront utilisés comme nourriture vivante pour les vers, ce que l'homme confirme amèrement, puis lève son verre, se souhaitant bonne chance à lui-même et aux autres qui affronteront le même sort. Ailleurs, un officiel nommé Li Hongyu rencontre ses subordonnés, frappant la table de rage et les traitant d'ordures inutiles. Il exige de savoir ce qu'est devenu le précieux emblème qu'il voulait si désespérément. Un de ces hommes rapporte que le voleur a disparu sans laisser de traces et que son partenaire, Lini, s'est échappé par les égouts et a fait exploser le tunnel derrière lui pour empêcher toute poursuite. Li Hongyu leur ordonne de trouver l'emblème immédiatement. Quand son assistant souligne la difficulté de la tâche et la possibilité que l'emblème ait déjà été utilisé par quelqu'un d'autre, Li Hongyu rétorque avec colère que ces créatures sales des quartiers inférieurs ne méritent pas de posséder un emblème d'une telle valeur et qu'il les tuera un par un si nécessaire. Un autre subordonné acquiesce avec enthousiasme à Li Hongyu, mais le premier officiel objecte, expliquant que les résidents des cités des morts 1 à 5 doivent entrer dans la fosse numéro 1 le matin pour livrer suffisamment de minerais de sang écarlate, où ils affronteront une punition sévère du noyau de l'aigle. Li Hongyu accepte à contre-cœur et ordonne que tout le monde soit fouillé minutieusement avant de se rendre à la mine, car il soupçonne que le voleur pourrait être caché parmi eux. Le lendemain, les hommes sont rassemblés dans un train bondé se dirigeant vers la mine au milieu des cris et des instructions brutales des gardes. Jin Kuan se déplace silencieusement avec le reste des gens dans le train tandis que Li Hongyu supervise l'opération depuis un point élevé et ordonne que la fouille méticuleuse et complète commence. Un des officiels utilise un dispositif hexagonal lumineux appelé éboueur B2, expliquant qu'il est capable de détecter toute énergie spirituelle et sonnera définitivement l'alarme s'il trouve un emblème caché. Li Hongyu, l'officiel en charge de l'opération, ordonne que l'inspection commence sans aucune lenteur ou délai. Ces hommes commencent la fouille méticuleuse parmi la foule tandis que les gardes poussent les gens avec force et violence dans les wagons surpeuplés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater.